Le 14 juillet 1951, les Champs-Élysées, Paris. Le soleil du matin miroitait sur l'acier poli tandis que deux silhouettes massives roulaient vers l'Arc de Triomphe. La foule n'avait jamais rien vu de tel. Des dizaines de milliers de Parisiens bordaient en l'avenue, serrés contre les barrières, hissant des enfants sur leurs épaules. Un père montra du doigt et cria à l'oreille de son jeune fils « Regardez bien, voilà la France qui revient. Regardez bien, voilà la France qui revient. » Les deux chars avançaient avec une menace délibérée. Chacun pesait près de 54 tonnes. Chacun portait un long canon de 100 mm. Chacun arborait une étrange tourelle nouvelle qui semblait pivoter en deux parties comme sortie d'un roman de science-fiction. Leurs chenilles mordaient les pavés dans un profond grondement mécanique. La désignation officielle portait l'appellation AMX-50. Aux yeux du public, elle représentait bien plus que de l'acier et du carburant. Elle prouvait que la France reconstruisait. Debout sur une tribune officielle près de la place de la Concorde, un grand homme en uniforme sombre observait le défilé en silence. Le général Joseph Molinier, chef du bureau de développement des chars français, ne sourit pas. Il ne salua pas. Autour de lui, la foule acclama le passage des prototypes. Molinier se contenta de regarder. Lui seul comprenait ce que ces chars ne savaient pas encore faire. Lui seul connaissait la vitesse qu'ils n'atteindraient pas, le moteur qu'ils ne parviendraient pas à mettre au point. Le convoi américain, déjà en train de traverser l'Atlantique, qui allait bientôt rendre l'œuvre de sa vie caduque. Ce que le public vit ce lumineux matin de juillet, c'était un retour triomphal à la grandeur. Ce que Molinier vit, c'était le début de la fin. Le programme de chars français le plus ambitieux du XXe siècle ne tirerait jamais un seul coup au combat. Il n'irait jamais au feu. Il n'atteindrait même jamais la production de série. Et pourtant, l'espace d'un instant éclatant, 50 tonnes d'acier français promettèrent de dominer le champ de bataille de demain. Voici l'histoire de la façon dont cette promesse fut brisée. Pour comprendre la MX-50, il faut d'abord comprendre ce que la France avait perdu. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. En mai 1940, l'armée allemande traversa la forêt des Ardennes en 6 semaines d'une avancée foudroyante. Les chars français, pour beaucoup plus lourds et mieux armés que les Panzers allemands, furent mis en pièces par la supériorité tactique et une coordination radio implacable. Le 22 juin, la France avait signé l'armistice. Paris tomba. La République s'effondra. Pendant 4 longues années, l'industrie militaire française cessa tout simplement d'exister comme force indépendante. Des ingénieurs allemands dirigèrent les usines. La doctrine allemande refaçonna le peu qui subsistait. Lorsque la libération survint enfin en août 1944, la France se retrouva du côté des vainqueurs. Mais elle se retrouvait les mains vides. L'armée française de 1945 ne possédait aucun char moderne qui lui fût propre. Des officiers conduisaient des Panthers allemands capturés, rafistolés avec des pièces détachées. Les équipages s'entraînaient sur des Sherman américains offerts par leurs alliés. Le premier char d'après-guerre construit au pays, l'ARL 44, était déjà obsolète sur la planche à dessin. Il embarquait une suspension d'un autre âge. Il avançait comme un wagon de marchandises. On n'en construirait jamais que 60. Au ministère français de l'Armement, tout le monde connaissait la vérité. La France avait besoin d'un vrai char, d'un char moderne, d'un char capable de descendre les Champs-Élysées et de rappeler au monde que la France restait une grande puissance. En mars 1945, alors que la guerre faisait encore rage en Europe, le gouvernement français invita l'industrie à concourir. Le défi était simple à formuler et presque impossible à relever. Construire quelque chose qui puisse rivaliser avec le Tigre II allemand en puissance de feu. Égaler le Panther en protection. Égaler le Pershing américain en vitesse et en fiabilité. Le faire avec un budget français. Le faire avec des usines françaises que les bombardements alliés avaient rasées quelques mois plus tôt. Plusieurs entreprises soumirent des projets. Le lauréat fut l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux, connu dans toute la France sous le simple sigle AMX. Leur proposition portait le modeste nom de Projet 141. Le prototype qui en découla serait baptisé M4, puis plus tard AMX50,
d'après la classe de poids que les ingénieurs espéraient atteindre. 50 tonnes d'ambition française. Parmi ceux qui façonnèrent ce projet dès le départ figurait le général Joseph Molinier. Sa carrière remontait à l'avant-guerre. Il avait travaillé en 1940 sur le char de cavalerie AMX-40, un projet tué dans l'œuf lorsque les troupes allemandes franchirent la frontière. À présent, la France redevenue libre offrait à Molinier une seconde chance inespérée. Il était décidé à ne pas la gâcher. À l'été 1945, Molinier se rendit dans une petite ville au bord d'un lac, dans le sud de l'Allemagne. Cette ville s'appelait Friedrichshafen. Avant la guerre, elle abritait les usines de moteurs Maybach, la firme qui fournissait les groupes motopropulseurs de presque tous les chars allemands qui comptaient. Les usines avaient été endommagées par les bombardements alliés. Nombre d'ingénieurs avaient fui ou avaient été capturés. Mais les plans avaient survécu, l'outillage avait survécu, et surtout, les hommes qui savaient s'en servir avaient survécu. Molinier parcourut les décombres et trouva ce qu'il cherchait, le Maybach HL 295. Un moteur à essence de 12 cylindres, conçu dans les derniers mois du Reich, destiné à propulser la prochaine génération de superchars allemands qui ne vit jamais le jour. Sur le papier, il pouvait délivrer 1200 chevaux. C'était, tout simplement, le moteur de char le plus avancé du monde. Molinier le revendiqua pour la France. Des caisses de documents, de pièces prototypes et de machines-outils furent chargées sur des trains et expédiées vers l'Ouest. Certains ingénieurs allemands vinrent de leur plein gré. D'autres se virent offrir des contrats qu'ils ne pouvaient pas refuser. La France avait mis la main sur un morceau d'avenir et elle comptait bien s'en servir. De retour aux ateliers de l'AMX, près de Paris, les concepteurs se mirent à l'ouvrage. Les premiers croquis montraient un char qui ressemblait étonnamment au Tigre II. Longue caisse, galets imbriqués, blindage incliné courant en arrière depuis le glacis. Mais les Français se heurtaient à un problème que les Allemands n'avaient jamais résolu. Ils voulaient un blindage épais. Ils voulaient un canon puissant. Ils voulaient de la vitesse. Et ils voulaient tout cela pour un poids plafonné à 30 tonnes. Les chiffres refusaient obstinément de coopérer. Puis, quelqu'un eut une idée. La percée eut lieu en mars 1949. Une société appelée Forges et Aciéries de la Marine et d'Aumécourt, connue sous le sigle FAMH, présenta quelque chose que le monde n'avait encore jamais vraiment vu. C'était une tourelle oscillante. Le concept était à la fois élégant et étrange. Une tourelle de char classique pivote à gauche et à droite, tandis que le canon monte et descend à l'intérieur d'un carénage blindé fixe. Une tourelle oscillante, c'était différent. Elle se composait de deux parties. La partie inférieure tournait comme d'ordinaire. Mais la partie supérieure, où logeait le canon, était boulonnée à la partie inférieure par deux grosses charnières. Pour lever ou abaisser le canon, il suffisait de basculer toute la partie supérieure sur ces charnières. Cela paraissait presque trop simple. Les avantages, en revanche, étaient immenses. Puisque le canon était fixé rigidement dans la section supérieure, il pouvait être chargé par une machine. Fini, les chargeurs en sueur, à bourrer des obus dans une culasse en recul. Les Français mirent au point un chargeur automatique alimenté par des tambours de 10 coups. Les douilles vides étaient éjectées par une trappe à l'arrière. L'équipage pouvait passer de 5 hommes à 3. La tourelle elle-même pouvait être plus petite, plus basse et plus légère, puisqu'il n'était plus besoin de l'espace nécessaire. Au mouvement d'un chargeur. Le concept était déjà testé sur le plus petit char léger AMX-13. Il allait maintenant passer à l'échelle. Le premier prototype d'AMX-50 sortit des ateliers à la fin de l'année 1949. Il pesait 53,7 tonnes. La caisse était une quasi-copie du Panthère. La tourelle, elle, n'avait encore jamais été montée sur un char lourd. À l'hiver 1950, le canon initial de 90 mm fut remplacé par une arme plus longue et plus meurtrière. Un canon de 100 mm conçu à l'arsenal de Tarbes, capable de propulser un obus à plus de 1000 mètres par seconde. Un second prototype suivit peu après. Les deux chars mesuraient 10 mètres et demi avec le canon déployé vers l'avant. 3 mètres et 40 cm de large. 3 mètres et 40 et 1 cm de haut. C'étaient des géants. Et l'armée française les adorait.
Le 14 juillet 1950, les prototypes défilèrent pour la première fois sur les Champs-Élysées. Un an plus tard, à la même date, en 1951, ils repassèrent, cette fois devant une délégation militaire suédoise venue en France en quête d'idées. Les Suédois furent si impressionnés qu'ils se mirent à concevoir leur propre char lourd à tourelle oscillante, un projet qu'ils baptisèrent Kranvagne. Pendant un été radieux à Paris, la MX-50 sembla incarner l'avenir des blindés européens. Mais les fissures apparaissaient déjà. Le moteur, sur lequel tous avaient fondé leurs espoirs, refusait tout simplement de donner satisfaction. L'équipe de Molinier avait fait venir le Maybach HL 295. Elle avait aussi testé un diesel suisse construit par Saurer. Dans leur meilleure configuration, tous deux étaient donnés pour 1000 chevaux. Aucun n'atteignit les 1200 chevaux promis par les ingénieurs. Les essais de 1951 et de 1952 dressèrent un constat implacable. Vitesse maximale sur route, un peu plus de 50 km à l'heure. Vitesse en tout terrain, seulement 20 km à l'heure. Pour un char censé distancer tout ce qui bouge sur le champ de bataille, ces chiffres relevèrent du désastre. Pourtant, les Français y croyaient encore. Fin décembre 1951, le premier prototype d'AMX-50 fut embarqué sur un cargo en partance pour les États-Unis. Sa destination était l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Les Américains avaient demandé à tester l'étrange char français à tourelle oscillante. La France brûlait de montrer ce qu'elle savait faire. Les essais commencèrent le 10 janvier 1952. Les ingénieurs américains l'examinèrent sous toutes les coutures, mesurèrent chaque plaque, tirèrent des obus d'essai sous tous les angles. Ils le firent rouler dans des champs boueux et sur des pistes caillouteuses. Ils firent tourner le moteur jusqu'à la surchauffe, puis le relancèrent. La première phase s'acheva en mars. Le rapport complet fut achevé le 13 mars 1953. Le verdict fut clair. L'AMX-50 était un char d'une conception remarquable. La tourelle oscillante fonctionnait. Le chargeur automatique était fiable. Le canon était excellent. À bien des égards, le char français se révélait même supérieur aux modèles américains de la même époque. Un instant, on crut même que les Américains pourraient l'adopter. On murmurait l'idée d'un char ouest-européen commun. Un modèle unique que les pays de l'OTAN pourraient produire ensemble, financé en partie par des dollars américains. La France montrerait la voie. L'acier français équiperait la nouvelle armée allemande en cours de reconstitution sous l'égide de l'OTAN. L'ingénierie française porterait le flambeau de la conception des chars occidentaux jusque dans l'ère nucléaire. Puis, l'histoire bascula, et brutalement. Le 25 juin 1950, les chars nord-coréens franchirent le 38e parallèle. En quelques jours, les forces américaines en Asie se battaient pour leur survie. La guerre froide, que tous redoutaient, venait de virer à la guerre ouverte. À Washington, les planificateurs, pris de panique, constatèrent qu'ils étaient loin d'avoir assez de chars modernes. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre des années de réunions en comité européen sur un modèle commun. Il leur fallait de l'acier sortant des chaînes de montage en quelques mois, pas en quelques décennies. Les États-Unis mirent donc le pied au plancher. Le M47 Patton, un modèle intérimaire précipité en production de masse, commença à sortir des chaînes de Détroit par milliers. Quand le Patton se révéla imparfait, une version encore meilleure, le M48, prit sa place. Le résultat fut un déluge. Soudain, des milliers de M47 Patton s'entassaient dans les dépôts américains, dont plus personne ne voulait. Washington prit une décision généreuse. Les chars excédentaires seraient offerts, gratuitement, aux alliés de l'OTAN en Europe. La France était en tête de file. Quand les premiers Patton américains arrivèrent dans les ports français, le calcul changea du jour au lendemain. Pourquoi payer un nouveau char français coûteux alors que des chars américains arrivaient gratuitement? L'AMX-50, en tant que char moyen, se retrouva soudain sans mission. Les Français refusèrent de baisser les bras. En août 1951, avant même que les Patton ne commencent à affluer, un nouveau projet avait démarré. Le service d'armement de l'État, connu sous le nom de DEFA, commanda la construction de 10 nouveaux prototypes d'AMX-50. Ceux-ci n'emporteraient pas le canon de 100 mm, mais une imposante pièce de 120 mm, dérivée d'un modèle américain par l'atelier du Havre.
La raison était simple. À l'Est apparaissaient des chars lourds soviétiques comme l'IS-3 et le nouveau T-10. Leur blindage passait pour invincible. Les forces occidentales avaient besoin de quelque chose de plus puissant pour en venir à bout. Le Royaume-Uni construisait son propre char lourd, le Conqueror. Les Américains développaient le M103. La France construirait la MX 50-120. Pour emporter le nouveau canon, on conçut une énorme tourelle oscillante. Le blindage fut épaissi de tous côtés. Le glacis frontal fut redessiné, s'inspirant du célèbre nez en pic de l'IS-3 soviétique. En 1954, le premier prototype armé du 120 était achevé. Il pesait 59,2 tonnes. Un second prototype, construit en 1955, était encore plus lourd. Chaque version suivante ajoutait du blindage et de la masse. Mais en 1955, il apparut clairement que l'équipe française ne parviendrait pas, à elle seule, à résoudre le problème du moteur. Ils se tournèrent donc, une fois encore, vers l'Allemagne. Cette année-là, une équipe spéciale de 70 ingénieurs allemands fut dépêchée en France. Ils se baptisèrent Groupe M du nom de leur chef. Le chef s'appelait Karl Maybach, le même homme dont la firme avait construit, 10 ans plus tôt, les moteurs du Tiger et du Panther, se trouvait désormais dans un atelier français, à tenter de tirer davantage de chevaux de sa propre conception. La scène avait quelque chose d'extraordinaire. Des ingénieurs allemands, des généraux français, des observateurs des services de renseignement américains, tous œuvrant de concert à un char destiné à vaincre l'acier soviétique. Cette coopération, impensable dans les tranchées de Verdun et les décombres de Stalingrad, était devenue en 1955 une banalité de la vie de bureau. Mais même Karl Maybach en personne ne put sauver le projet. Le Maybach HL 295, brillant sur le papier, ne délivra jamais la puissance dont la MX-50 avait besoin. Pire encore, chaque tentative de remédier aux défauts du char l'alourdissait. La version renforcée, dite surblindée, enfla jusqu'à 64 tonnes. Son blindage frontal atteignait 200 mm sur la ligne de visée. Les obus soviétiques ne le perçaient pas, mais la suspension gémissait sous le poids. Le moteur surchauffait. La fiabilité mécanique s'effondrait. Les ingénieurs s'y remirent donc. De 1956 à 1958, ils réalisèrent le surbaissé, la version abaissée, avec une caisse moulée et une nouvelle tourelle de 4e génération, la tourelle D. Ils ramenèrent le poids à 57,8 tonnes. Ils en grappillèrent encore quelques chevaux. Le char culminait à 3,40 m et 1 cm. Pour donner un ordre d'idée, il était en réalité plus haut que le légendaire Moz allemand, le char le plus lourd jamais construit. Un commandant français ne pouvait que regarder, les bras croisés, tandis que ses équipages tentaient de dissimuler aux tireurs ennemis un engin de la taille d'une petite maison. Pire encore, le monde avait tourné la page. À la fin des années 50, toutes les grandes armées pensaient à la guerre nucléaire. La tourelle oscillante, si ingénieuse en 1949, devenait un handicap. L'articulation entre les parties supérieures et inférieures ne pouvait être rendue parfaitement étanche. Sur un champ de bataille contaminé par des retombées radioactives ou des armes chimiques, l'étanchéité ferait défaut. De nouvelles munitions à charge creuse, capables de percer presque n'importe quelle épaisseur de blindage, rendaient le blindage lourd vain. À quoi bon bâtir une forteresse de 60 tonnes quand un fantassin muni d'un lance-roquettes d'épaule pouvait la détruire? Le coup de grâce ne vint pas de la technique, mais de la doctrine. Les stratèges français, observant la montée en puissance de l'arme nucléaire, prirent une décision fondamentale. L'ère du char lourd était révolue. L'avenir appartenait à des engins rapides, agiles et légèrement blindés, capables de se disperser pour éviter les frappes nucléaires et de se regrouper rapidement pour attaquer. La MX-50, avec ses 60 tonnes d'acier et son Maybach à bout de souffle, n'entrait pas du tout dans ce futur-là. Les derniers documents conservés du programme AMX-50 sont datés de janvier 1959. Après cela, silence. On laissa simplement le projet s'éteindre. Au total, seuls 5 prototypes complets furent construits. Pas un seul AMX-50 ne serait jamais affecté à un régiment.
aucun ne tirerait jamais un coup de canon au combat. Le char qui devait dominer les champs de bataille d'Europe a fini sa carrière remisé dans un atelier, moteur froid, son gros canon braqué vers rien de précis. 13 ans de travail, 5 prototypes, 0 mission de combat, 0 production, 0 gloire. Et pourtant, l'AMX-50 n'a pas été une entreprise vaine. Quand les ingénieurs français se sont attaqués au char suivant, l'AMX-30, ils ont emporté avec eux tout ce qu'ils avaient appris. Ils savaient quels moteurs éviter. Ils savaient que les tourelles oscillantes, aussi élégantes soient-elles, étaient une impasse. Ils savaient que la mobilité comptait plus que l'épaisseur du blindage, qu'un char qu'on ne peut pas transporter est un char qu'on ne peut pas déployer. L'AMX-30, lorsqu'il est enfin entré en service en août 1966, ne pesait que 36 tonnes. C'était le char de combat principal le plus léger de l'OTAN. Au total, 3500 exemplaires seraient construits. Il servirait pendant des décennies dans les régiments blindés français, combattrait pendant la guerre du Golfe et équiperait une demi-douzaine de nations amies. Sans les leçons douloureuses de l'AMX-50, rien de tout cela n'aurait été possible. Aujourd'hui encore, on retrouve des échos du programme dans le char français moderne Leclerc. Son chargeur automatique, monté dans un panier de tourelles à l'arrière, s'inspire directement de l'expérience française en la matière qui remonte à l'AMX-13 et à l'AMX-50. Le système alimenté par cassette logé dans la grande tourelle oscillante de l'AMX-50 fut, à bien des égards, l'ancêtre de tous les chargeurs automatiques français qui suivirent. Le char qui n'a jamais combattu a appris à ses descendants comment gagner. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un seul AMX-50. Il se trouve au musée des blindés, le grand musée des chars de Saumur, dans la vallée de la Loire. Le véhicule exposé est un hybride, mariant la caisse surbaissée et la tourelle finale tourelle D. Les visiteurs qui passent devant lui sont souvent déconcertés. Il est énorme. Sa tourelle ne ressemble à rien d'autre dans le musée. Le canon est démesuré. Les enfants grimpent sur la plateforme à côté et demandent à leurs parents de quel pays ils venaient. « La France », répondent les parents. Il appartenait à la France. Le char qui devait dominer. Le char qui n'a jamais combattu. Regardez de près cet AMX-50 survivant. Et l'on sent presque l'ambition qu'il a fait naître. Le rêve français d'après-guerre, se tenir aux côtés des Américains et des Soviétiques comme constructeurs de grandes machines. L'espoir que le savoir-faire allemand capturé, l'audace française et les nécessités de la guerre froide puissent se combiner en quelque chose qui porterait le drapeau tricolore au siècle suivant. Ce rêve était sincère, il était audacieux, il a failli se réaliser. Ce qui l'a tué, au bout du compte, ce ne furent ni les blindés soviétiques, ni la concurrence américaine, ni même les limites bien réelles du moteur Maybach. Ce qui a tué l'AMX-50, c'est l'implacable rythme de l'histoire. Quand il fut enfin prêt, le monde pour lequel il avait été conçu n'existait plus. Les chars lourds cédaient la place aux chars moyens. Les bataillons blindés se réorganisaient en vue de la guerre nucléaire. La générosité américaine avait rempli les dépôts européens de Patton offerts. Les 5 prototypes remisés dans les ateliers français n'avaient tout simplement nulle part où aller. Il y a une tristesse particulière à voir une arme conçue pour dominer ne jamais tirer un seul coup. L'AMX-50 n'a pas été détruit au combat. Aucun de ses équipages n'a péri. Aucune famille n'a reçu de télégramme à son sujet. Il n'a pas été vaincu. Il est simplement devenu superflu. Mais le qualifier d'échec serait trop réducteur. Tous les ingénieurs qui ont travaillé sur l'AMX-50 ont ensuite construit autre chose. Chaque plan, chaque rapport d'essai, chaque essai décevant a ajouté quelque chose au savoir français. Les chargeurs automatiques, les suspensions à barre de torsion, les coques moulées, les concepts de conduite de tir, tout cela a perduré. Une partie vit encore aujourd'hui, s'engageant dans les combats modernes à bord des derniers blindés français. Le général Joseph Molinier, l'homme qui s'était tenu silencieux place de la Concorde, à regarder défiler ses prototypes, ne s'est pas retiré amer. Il a pris la tête de la génération suivante du développement des chars français. La AMX-30 doit en grande partie son existence aux leçons qu'il a tirées de l'échec du programme AMX-50. Celui qui a vu la première grande œuvre de sa vie s'éteindre au musée est devenu, avec le temps, le père du char qui a porté la France pendant le reste de la guerre froide.
L'histoire de la MX-50 n'est donc pas vraiment une histoire de défaite. C'est une histoire d'ambition arrivée avec quelques années de retard, une histoire d'ingénierie brillante qui s'est heurtée à l'arithmétique brutale de la géopolitique. Une histoire de 50 tonnes d'acier qui promettait tout et non livrée à la place qu'une leçon discrète consignée dans des carnets d'atelier et sur des cartels de musée. Tenez-vous devant lui aujourd'hui à Saumur. Imaginez ces deux prototypes descendant les Champs-Élysées le 14 juillet 1951. Imaginez la foule parisienne en liesse. Imaginez les officiers suédois prenant des notes. Imaginez le général Molinier, regardant, sachant, espérant malgré tout. Imaginez une France qui se relève, encore meurtrie par la guerre, toujours fière, toujours déterminée à construire quelque chose qui compterait. Et puis souvenez-vous de la vérité. Le char qui devait dominer n'a jamais combattu. Le char qui devait mener l'Europe n'a jamais quitté l'atelier. Les 50 tonnes d'ambition française sont devenues, au bout du compte, 50 tonnes d'enseignements tirés. C'est peut-être là la victoire la plus honnête qui soit.